Bonjour et bienvenue au podcast Sam parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Carole Martin, qui est directrice générale de la Fondation de l'Hôpital régional d'Edmundston. Dans cet épisode, tu vas comprendre en détail le fonctionnement de la Fondation de l'Hôpital. On parle de l'impact qu'a eu la foire Brayonne sur la culture Brayonne, ainsi que de l'impact de sa disparition en 2020. On parle aussi de comment faire pour s'assurer que les jeunes Brayons restent ou reviennent dans la région. C'est un épisode vraiment intéressant avec une personne qui a été vraiment impliquée dans différents organismes et de différentes façons dans la communauté. C'est vraiment un mix entre entrepreneuriat et implication communautaire. J'espère que vous allez apprécier. Je sais que vous allez apprécier. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Sam parle. Carole Martin, c'est la directrice générale de la Fondation de l'Hôpital régional d'Edmundston. Elle a aussi longtemps travaillé chez Uni comme agente de développement. Puis elle est surtout connue pour son implication dans la communauté, dont au sein du déjeuner bénéfice d'automne de la Fondation de l'Hôpital, du tournoi de golf, aussi de la Fondation, et d'Opération Nez Rouge. Allô, Carole? Allô, Sam? Ça va? Oui, toi? Oui, merci. J'aimerais commencer par... parce que tu as un gros bagage, beaucoup d'expérience professionnelle. J'aimerais qu'on commence par détailler un peu c'est quoi ton rôle en tant que directrice générale de la Fondation. Bien, en fait, en tant que directrice générale de la Fondation de l'Hôpital, mon rôle principal, c'est vraiment de faire en sorte à ce qu'on puisse recueillir les fonds nécessaires pour soutenir l'hôpital dans l'achat d'équipements. Donc, quand je dis l'achat d'équipements, c'est vraiment pas des remplacements, là. C'est quelque chose qui est soit nouveau ou un nice to have. Aussi, autant pour le confort et la sécurité du patient, parce que oui, on achète de l'équipement, mais c'est pas vraiment juste ça notre mission. On offre aussi des produits directement aux patients, comme par exemple les soutiens-gorge post-op pour toutes les dames qui vont recevoir une chirurgie au niveau d'un cancer de sein. On donne aussi des trousses, des coffrets à beauté qu'on appelle avec justement des crèmes ou du maquillage pour justement qu'ils se sentent belles et bien dans leur peau. OK, donc ça, c'est plus ou moins de l'équipement, mais c'est un peu... ça fait aussi partie du rôle, disons, de la Fondation. Là. Absolument. Puis, mais la majeure partie de ça, j'imagine, c'est... En fait, est-ce que la majeure partie de la mission ou de ce que vous faites, c'est vraiment les nouveaux équipements? Bien, notre mission, c'est vraiment de s'assurer qu'on gère bien les dons qui nous sont donnés. OK, ouais. Puis, justement, qu'on apporte du nouveau au niveau de l'équipement, des choses comme ça. Puis, j'ai parlé justement des dames, là, mais on donne aussi chaque enfant qui se présente, exemple, en chirurgie d'un jour ou à l'urgence ou en pédiatrie pour une hospitalisation, va recevoir un jouet. Puis ça vient de la Fondation de l'Hôpital. Ah, c'est nice, ça. Ouais. C'est cool, ça. Puis, parce que tantôt, tu parlais justement que c'est tout le temps quand vous faites des achats d'équipements, c'est pas des remplacements. La mesure du possible, non. On veut pas faire de remplacement parce qu'on se dit que c'est malheureusement les paliers gouvernementaux qui devraient faire de remplacement. On va peut-être assister, en acheter un, exemple, un lit rotatif, exemple, aux soins intensifs, on va en acheter un ou deux, mais on fera pas un remplacement d'une flotte de lits, là. Puis pourquoi, malheureusement, c'est le gouvernement qui s'en occupe? Ben c'est pas malheureusement, c'est qu'il n'y a pas assez de budget pour s'en occuper au complet. Ça fait que nous, on donne un petit coup de pouce, mais la majorité du temps, on va vraiment essayer d'axer pour que ce soit une nouvelle technologie ou que la technologie est déjà à l'intérieur des murs de l'hôpital, mais il y a une pièce d'équipement qu'on peut y rattacher qui va faire en sorte que ça va juste faire... Mieux fonctionner, mettons. Exact. Ça va donner un meilleur résultat. Ça peut même déceler une maladie différente que la machine initiale, si on veut. Fait que ça résume bien, j'ai l'impression, le rôle de la Fondation en général. Oui. Puis
ton rôle à toi précisément, c'est quoi? Bien, moi, je vais trouver des gens qui vont s'asseoir autour de la table au niveau du conseil d'administration, qui, eux, c'est mes boss en réalité. Ça fait que là, je vais présenter, exemple, le budget pour l'année, combien d'argent je m'attends d'amasser pour la prochaine campagne, puis après ça, combien ça coûte les frais d'opération, si on veut, exemple, les photocopies, les salaires des employés, etc. Puis là, après ça, on arrive avec un montant d'excédent. Bien, c'est cet excédent là souvent qu'on va prendre pour réaliser les projets de la prochaine campagne. Peux-tu définir l'excédent? Oui. C'est l'excédent, c'est qu'est-ce qui reste de surplus de la campagne. Donc, exemple, si les on profits, a... en fait. C'est ça, les profits. OK. Les profits, fait qu'on va prendre ces profits-là, puis c'est avec ce montant-là qu'on achète nos équipements. Puis en moyenne, je te dirais, ça roule entre 180 à 200 000 par année qu'on réalise des projets à chaque année. C'est bon, ça? C'est le fun? Oui. C'est très positif? Ben oui, on est rendu à 348 projets depuis la fondation de la fondation, puis c'est 4,9 millions de dollars qu'on a investi dans notre hôpital. C'est malade, ça. Fait que ça veut dire que... Puis, je ne me trompe pas, c'est depuis, 94? Oui, en 94, le 26 novembre dernier, la Fondation célébrait ses 30 ans, 30 ans? Oui, d'incorporation. Ça veut dire que sans la Fondation, il y aurait 4,9, t'as dit? 4,9 millions de moins d'investis dans notre hôpital régional. Oui. C'est cool, ça. Puis, comment tu fais pour... avant d'aller là-dedans, comment on décrit ça? Parce que, tu sais, là, d'habitude, moi, je parlais des entrepreneurs qui ont vraiment une entreprise, tu sais, qui leur but, c'est de faire des profits, faire de l'argent, puis redonner, ou peu importe, tu sais, ils ont vraiment... qui est un peu différent d'une fondation. Tu sais, une fondation, c'est-tu une OBNL? Oui, c'est ça que c'est? C'est une OBNL. Puis, on doit, nous autres, à chaque année, quand on fait nos états financiers, il faut dire au gouvernement combien d'argent qu'on a remis, combien de salaires qu'on a payé, puis n'importe qui peut aller, justement, sur le site web du gouvernement fédéral, puis rentrer Fondation de l'hôpital régional d'Edmundston, puis ça va vous dire, exemple, en 2023, combien et tout ça. C'est ça, parce que c'est pas comme une entreprise où c'est un secret, là. C'est vraiment, c'est public, puis c'est même une fierté. Absolument. Tu sais, la quantité d'argent qu'on fait cette année, c'est le fun, on le partage, on veut le dire, parce que c'est vraiment bénéfique, là. Oui, puis pas juste ça, on veut justement être transparent avec nos donateurs pour dire, ben écoute, peut-être que toi, tu as donné 100 $, mais mon 100 $, c'est qu'ils ont fait avec mon 100 $. Fait que tu as une liste de qu'est-ce qu'on a réalisé dans l'année. Fait que tu sais où ce que ton argent va, puis aller pas juste aller bien gérer, dans le fond. Puis comment le donateur fait pour s'assurer vraiment que l'argent qu'il donne s'en va à la bonne place, entre guillemets? L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Production Sommet. Production Sommet, c'est mon entreprise. Production Sommet aide les entreprises à augmenter leur visibilité et leur crédibilité sur les réseaux sociaux grâce à de la création de contenu vidéo. Donc, les Reels, les Shorts, les TikTok, le Short Form, appelez ça comme vous voulez, les vidéos verticales qu'on swipe sur les réseaux, c'est ce qu'on offre aux entreprises pour augmenter leur visibilité, puis aller chercher soit plus de clients, plus d'employés, pour régler un problème, en fait, que ces entreprises-là possèdent. Donc, merci à Production Sommet pour cette commandite. De retour à l'épisode. Bien, le donateur, lui, il a le choix s'il veut de donner à la campagne en général, il ou elle sait que ça va aller vraiment pour aider dans la réalisation de projets. Mais si le donateur, il y a vraiment un département en fétiche, si on veut, qu'il dit, ben moi, j'aimerais, exemple, moi, j'ai fait un arrêt cardiaque, puis j'ai eu affaire à la réhabilitation cardiaque. Puis j'aimerais que mon don aille à la réhabilitation cardiaque. Ben nous, on a ce qu'on appelle des apports reportés, puis on met ces argents-là là-dedans, puis que si le département, je prends la réhabilitation cardiaque, arrive à un moment donné, puis ils disent, hey, on aurait besoin d'un treadmill, mais on n'a pas les budgets pour en acheter un, ben on peut prendre l'argent dans leur rapport reporté pour acheter leur treadmill, ou en donner une partie pour l'achat du treadmill. Mm-hmm. Puis comment qui prend cette décision-là? C'est une équipe ou c'est une personne ou...
Ben, si ça va à la réhabilitation cardiaque Ben, ou... en fait, dans tous les cas, en fait, je suis curieux de savoir tout, là. Tu sais, dans le sens, qui prend les décisions dans... Jeannette veut savoir. Tu sais, comme... Au niveau, tu veux dire, de la campagne? Ben, que ce soit pour un nouvel équipement Oui. ou que ce soit vraiment pour une situation particulière, comme là, on a besoin d'un... Oui. Pour la réhabilitation cardiaque. Je vais t'expliquer. Bref, on a un comité qui fait des membres du CA. On a un comité qui fait partie justement des projets. Puis dans ce comité-là, on a des gens qui ont... que c'est pas juste... ils ont de la connaissance au niveau médical. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on a des gens qui travaillent, on a un retraité justement du département biomède qu'on appelle, que c'est eux qui font la programmation des machines quand ils arrivent. On a quelqu'un justement qui est faré au niveau finance. Puis on a une infirmière également qui siège là-dessus. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les gestionnaires des différents départements à l'intérieur de l'hôpital remplissent un formulaire pour dire « Hey, regarde, moi, j'aimerais ça qu'on réalise ce projet-là. C'est-tu quelque chose qui vous tenterait? » Puis, on s'assure aussi que ça répond aux priorités du réseau. Que, exemple, on peut-tu acquérir cette machine-là? Y a-tu quelqu'un qui peut la driver, si on veut, là? Comme y a-tu quelqu'un qui est en mesure de l'opérer? On a-tu des frais additionnels à chaque année pour la faire opérer, cette machine-là? Ça fait qu'il y a quand même une analyse qu'il faut qu'il soit faite pour s'assurer qu'on n'achète pas une pièce d'équipement puis qu'il est assis d'un coin à ramasser de la poussière parce qu'il y a personne qui peut la faire marcher, ou c'était pas ça le vrai besoin réel. Mm-hmm. De là, l'importance des formulaires qui viennent des gestionnaires des différents... Exactement. Puis que là, après ça, on apporte ça pour s'assurer aussi que c'est une priorité, parce que les réseaux, ils ont quand même des priorités. Puis il y a des fois qui peuvent dire, oui, c'est une priorité, mais c'est comme un nice to have. Ben, nous autres, on fait dans ce temps-là, on va prendre le nice to have parce que vous avez d'autres choses à vous occuper d'eux. Puis nous, on va s'occuper du nice to have. Parce que justement, un peu comme tu disais tantôt, le gouvernement... idéalement, devrait s'occuper du need to have, puis vous autres du nice to have. Oui. OK. Puis ça arrive-tu des fois que vous devez acheter des... Des need to have? Ouais, des needs, ouais. Bien, je vais dire, il y a des fois qu'on peut faire des partenariats. Je vais te donner un exemple concret. On avait une pièce d'équipement qui s'appelle un bronchoscope. Là, je t'épargne les détails de ce que ça fait parce que je ne sais pas trop moi-même, ça fait que je ne veux pas me tirer une balle dans le pied. Ouais. Mais cette pièce d'équipement-là, elle était attachée au mur dans une salle d'opération. Puis, on a justement un chirurgien qui est venu nous voir puis il dit « Pourriez-vous acheter des bronchoscopes pour qu'on puisse les mettre? » Parce qu'habituellement, c'est quand même un appareil qui est mobile, mais on les mettrait aux soins ambulatoires. Puis, nous, ça nous donnerait une 3e salle d'opération puis ça diminuerait nos temps d'attente. J'ai dit, OK, bien, comment ça coûte? Là, il me dit le prix. Je suis comme, OK, mais la campagne vient de commencer. Pas certaine qu'on a les argents pour ça, mais je vais vérifier de quoi. Ça fait que j'ai fait un appel à un donateur que je connaissais bien. J'ai dit, vous m'aviez dit, vous vouliez faire un projet avec votre argent que vous avez avec nous, parce que lui, il avait mis ça justement dans un fonds de dotation qu'on appelle. Puis, il m'avait dit, il dit, moi, j'aimerais ça qu'on fasse un projet avec cet argent-là. Fait que je l'appelle, j'y explique ça. Il dit, ben laisse-moi le temps d'y penser, puis je te reviens. Puis là, il dit, ben t'as pas assez d'argent, ben c'est pas grave, je m'occuperai du restant. Il m'a rappelé après 24 heures, puis il dit, on va l'acheter. Ça fait qu'il nous a donné l'argent qu'il manquait pour faire l'achat. Puis, ça a fait en sorte que, justement, c'était, OK, un need to have, mais en même temps, c'était comme un nice to have, parce que ça a fait en sorte que ça a désengorgé la liste d'attente au niveau des chirurgies. Oui. Est-ce que tu ressens une... j'ai pas le mot, mais tu sais, quand on reçoit un cadeau, là, on a souvent envie de redonner. Oui. Est-ce que tu ressens que tu peux pas redonner assez... Pas que tu peux pas, mais comme si, tu sais, c'est tellement un gros don. Ben, tu files que merci, c'est pas assez. Exactement. Est-ce que tu as ça, ce feeling-là? Ben, mais, hein? Ouais. Tu sais, comme tu vas dire... Puis, je me souviens d'y avoir dit clairement, comme, je sens que merci, c'est pas assez. Mais je sais pas que c'est d'autres te dire, puis je sais pas que c'est d'autres faire pour... comme te démontrer mon appréciation. Là. Puis, c'est un sentiment... malheureusement, c'est un sentiment régulier, mais comme cette personne-là, il l'a dit, là, comme je sais
comme je le fais par bon cœur, puis je sais que vous êtes reconnaissant, mais il me semble que merci, c'est si petit, là. Ouais. Puis pour mettre en contexte, puis tu peux me dire non, est-ce que tu peux me donner une idée du montant que ça représentait, ça? Un range? Oui, c'était environ une quarantaine de mille de dollars. En don comme ça, là, quand même, là. Puis comme tu dis, c'est régulier pour toi. J'imagine que de semaine en semaine, tu ressens ça, là, cette gratitude-là que tu peux pas repayer. Puis ça n'a pas besoin d'être des 5 chiffres non plus. Je prends comme exemple Noël chez Papy. Oui. Si tu me permets, tu sais, lui, à chaque année, M. Boulet, avec son Noël chez Papy, là, il cogne à notre porte, puis lui, son don va vraiment en oncologie. Comme je te partageais tantôt les apports reportés, bien lui, il faut que son don aille en oncologie, donc on place ça pour l'oncologie, puis s'ils ont besoin de quoi que ce soit, des cadeaux pour les enfants qui sont aux prises avec un cancer, ou puis ils sont là, qui sont pas prévus d'être là, mais qui arrivent là, puis ils ont plus de cadeaux pour les autres, on prend ça là-dedans, ou ils ont besoin d'autres choses. Fait que lui, ça n'est un exemple concret, là. Il a donné, je pense, c'est 3 ou 4 000 $ l'an passé à la Fondation de l'hôpital pour le département d'oncologie. Fait que ça n'a pas besoin d'être dans 5 chiffres, mais ça arrive sur une base régulière. Et comme moi, personnellement, j'ai remarqué depuis la fin de la pandémie, si on veut, là, ou un retour à une vie plus normale, que c'est de plus en plus fréquent qu'il y a des gens qui arrivent, puis hey, on a ramassé de l'argent pour vous autres, on vient vous porter ça, puis tu t'attends pas à ce que ça l'arrive, là. Puis merci, c'est si petit. Ouais. C'est tellement le fun, ça. Puis en plus de ces dons-là, justement, vous avez plein d'événements pour ramasser de l'argent. Oui, on essaie de s'en tenir on veut pas non plus être à chaque... c'est ça. Ça fait qu'on s'en tient, on essaie de s'en tenir une activité par trimestre. C'était ça, parce qu'à un moment donné, justement, dans la pandémie, on a pris un recul, puis on a analysé, OK, c'est quoi qui va bien, c'est quoi qui peut être tweaké, c'est quoi qui est moins. Fait qu'on s'est dit, gardons ça, un événement par trimestre, pour pas qu'on vienne justement trop achalant. Fait qu'on a conservé notre tournoi de golf, le déjeuner d'automne. Puis quand moi, je suis entrée en poste au mois de novembre 2020, bien, en décembre 2020, début décembre, on faisait l'Étoile du Nord, qui était une levée de fonds provinciale qui a été mise sur pied par nos collègues au Nord-Est. Puis c'était la première année qu'à Edmundston, on le faisait en 2020. Donc, on a conservé ça pour le genre de 3e trimestre, si on veut, puis le 1er trimestre de l'année. Mais cette année, on a eu le lancer d'une qui a été organisé avec IPL. Nice. Donc là, ça fait les cartes, ça, là. Lancer d'une. Lancer d'une, tournoi de golf, le déjeuner d'automne, puis l'Étoile du Nord. Puis là, entre-temps, on a des petites choses. C'est comme l'an passé, on a eu les biscuits souris qu'on ne s'attendait pas d'avoir. Fait qu'on a des... Oui. Fait que, tu sais, on a des surprises de même en cours de route qu'on ne s'attend pas d'avoir, puis que c'est juste du gravy au bout de la journée. Oui, mais c'est ça, justement. Est-ce que quand vous faites votre plan, disons, financier, là, est-ce que vous comptez comme pas les dons extra, ou est-ce que votre but, c'est de comme... à ramasser un bon montant avec les 4 événements? Oui, avec la campagne annuelle qui, elle se tient là, parce qu'on a la campagne annuelle que chaque donateur qui a fait un don à la Fondation va recevoir une lettre personnalisée lui disant bon, notre campagne annuelle est en cours, vous êtes invité à faire un don, etc. Ça, combiné avec les 4 événements de l'année, ou les 3 événements dans ce cas ici pour nous, là, qui est le golf, le déjeuner, puis l'Étoile du Nord, c'est 3 événements qu'on organise nous autres mêmes pour lever des fonds. Bien, quand on arrive, puis on prépare nos budgets, on ne dit pas on va faire un budget en conséquence de la campagne, qu'on va présumer on va avoir tant d'argent qui va rentrer de la campagne elle-même, mais on voudra pas, on n'ira pas essayer de dire OK, bon ben c'est sûr que IPL va refaire le tournoi de hockey, ben on veut pas se fier là-dessus. On veut vraiment être conservateur pour pas arriver puis, excuse-moi l'expression, mais s'écartiller puis être obligé d'aller piger dans le vieux gagné, comme on dit, là.
Oh, j'ai jamais entendu ça. Ah, dans le vieux gagné, ça c'est une belle expression de chez nous, mais c'est dans le bas de laine. Parce que dans les autres comptes, dans les placements, dans les placements d'assurage, de l'assurer de la pérennité de la fondation, parce que advenant, on s'entendra, la pandémie a fait en sorte qu'on n'a pas fait de levée de fonds pendant 1 an. Trop, on a fait un petit peu, mais pas beaucoup. Bien, ça a fait en sorte qu'on s'est engagé pour des pièces d'équipement au préalable. Bien, on a quand même exécuté nos demandes en allant prendre de l'argent dans les placements qu'on avait pour justement, parce que c'est ça notre mission, c'est d'aider à l'hôpital. Ouais, fait qu'il faut pas que c'est ça. Et on n'aurait pas arrivé et dire, ben non, finalement, on l'achète plus. Ouais. Non. Puis ça aurait pris combien de temps avant qu'à un moment donné vous dites ça? Tu sais, mettons, la pandémie aurait duré 10 ans. Tu sais, ça aurait été un problème à un moment donné, j'imagine? Ben c'est qu'à un moment donné, là, on a réalisé les projets qu'on s'était engagés au préalable de la pandémie. Ça fait que si, mettons, la pandémie aurait continué, nous, on aurait juste dit, ben écoutez, prioriser parce qu'on va, au lieu de donner 200 000, on aurait peut-être dit, on va en donner 100 ou on va en donner 75 pour pas nécessairement toujours aller piger dans les placements ou dans les... Parce que éventuellement, à moyen long terme, l'objectif de la Fondation, c'est de devenir autosuffisant. Que tout ce qu'on amasse avec la campagne, on puisse le redonner à l'hôpital. Donc, on veut se trouver une façon de pouvoir faire en sorte que tout le fonctionnement du bureau se paye par lui-même par une façon X, là, qu'on travaille à trouver c'est quoi la façon X. OK. Fait que là, présentement, le fonctionnement du bureau, pour prendre ton terme, il est payé par l'argent de la campagne, si on veut. Oui. Fait que là, l'objectif, c'est que ça soit pas le cas, puis qu'il y ait une autre source de revenus qui paye pour le fonctionnement. Oui. Le fonctionnement étant le comité, les installations... Non, le comité, lui, il est vraiment bénévole, OK. Mais le fonctionnement, c'est les salaires. On est 2 employés à temps plein, une employée à genre demi-temps qui fait la comptabilité. Puis le restant, c'est vraiment comme photocopie, des dépenses du day-to-day, si on veut. Mais c'est ça. L'objectif à moyen long terme, là, c'est de devenir vraiment autosuffisant. Ça fait qu'on pourrait encore faire une plus grande différence que ce qu'on fait tout de suite. Right, ben oui. Puis ça me fait penser justement, tu sais, comme des fois, vous avez à faire affaire avec des entreprises pour du marketing ou peu importe. Ça, c'est l'exemple que je suis au courant, mais peut-être d'autres exemples aussi, mais tu sais, par exemple, quand on fait des appels d'offres, est-ce que ça vient du gouvernement? Êtes-vous... parce que moi, j'avais l'impression, parce que j'avais déjà reçu des appels d'offres, c'est pour ça que je dis ça, puis j'avais l'impression que c'était comme gouvernemental, tu sais. Moi, quand j'avais des appels d'offres, j'étais comme, ça, c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ça, c'est sûr, tu sais, mais j'imagine que non, là. Pas dans notre cas. Pas dans votre cas, parce que nous autres, c'est ça, comme exemple, on est présentement en appel d'offres pour notre campagne. L'idéal pour nous autres, justement, c'est d'avoir, quand on fait des appels d'offres, qu'on ne soit pas obligé d'y aller à chaque année. Fait que tout de suite, on est en appel d'offres pour notre campagne 2025 qui va débuter le 1er avril 2025 et la campagne 2026 qui est celle qui va débuter le 1er avril 2026. Fait qu'on est en soumission au niveau de justement le contenu de la campagne. Ça va être quoi le visuel? On s'entend qu'on veut conserver le même thème qui est d'une génération à l'autre parce que c'est comme quelque chose qui est immortel, on dirait. Puis on n'est pas obligé à ce moment-là de changer des items qu'on a peut-être déjà en main, que c'est écrit d'une génération à l'autre. On n'a pas besoin nécessairement de les mettre au recyclage parce qu'on change. Fait qu'on est présentement comme ça. Ben c'est les fonds de la campagne qui font en sorte... Tu sais, moi, quand je fais mes budgets, ben je vais peut-être bien dire, exemple, la campagne de financement, sans inclure notre golf, notre déjeuner d'automne puis notre étoile du Nord, va ramasser, exemple, 400 000. Ben, dans ce 400 000-là, je dis que ça va me coûter X montant pour faire l'impression de mes affiches, l'envoi de mes lettres, toutes ces choses-là, ben ça, je rentre. Puis ça fait en sorte qu'il va me rester un montant net, qui est mon profit. Oui. OK, fait, tout ça pour dire que je viens d'apprendre que quand il y a des appels d'offres, c'est pas nécessairement le gouvernement. Tu sais, mettons une entreprise où un OBNL pourrait faire... Oui. C'est niaiseux de faire qu'est-ce qu'on pense des fois, mais... Merci de clarifier ça. De rien. Tu vas peut-être avoir d'autres appels d'offres. Peut-être.
j'aimerais qu'on parle aussi de... en fait, oui, une question que j'avais, c'est dans tous les événements que vous faites, tous les 4 événements qu'on a nommés, là, lequel est le plus populaire ou le plus apprécié ou... Écoute, je te dirais qu'ils sont tous appréciés, mais parce que c'est pas nécessairement la même clientèle. Je vais prendre comme exemple, on travaille sur le tournoi de golf, là, je te le cacherai pas, on a eu une rencontre la semaine passée. Ben, j'ai déjà des gens qui me demandent « Hey, quand est-ce qu'on peut s'inscrire pour le tournoi de golf? » Ben, c'est parce que ça touche la clientèle du golfeur, puis ça touche la clientèle qui est entrepreneur également. Puis le déjeuner d'automne, ben lui, le monde, il l'apprécie parce que avant il était à l'extérieur, là, il est à l'intérieur. Puis ça touche monsieur, madame, tout le monde. Ça fait que c'est pas... Il est apprécié d'un autre côté. Ouais. Puis après ça, tu as l'Étoile du Nord qui, elle, est appréciée. Moi, personnellement, c'est ma campagne favorite parce que c'est vraiment une campagne communautaire. Parce que le temps des fêtes, il y a peut-être bien des gens qui sont plus là qu'on aimait beaucoup, puis ça nous donnait le temps ça nous donne l'occasion, si on veut, de dire « Ah ben, je vais acheter un sapin pour une telle personne parce qu'il est plus là, puis je vais aller, une fois par semaine, je peux peut-être aller me recueillir à son sapin, puis juste y dire un petit coucou, puis ça fait que ça, pour moi, c'est ma campagne favorite au niveau communautaire. Ça fait qu'ils ont tous chacun leur propre cachet. Ouais. C'est pas plus... Ça, j'imagine que c'est voulu, ça, d'avoir différentes clientèles pour différents événements? Ben, je pense que c'est l'idéal parce que tu viens pas, comme tu disais tantôt, tu viens pas achaler tout le même monde. Là. Ouais. Tu sais, tu vas toucher tout le monde pour qu'ils puissent sentir, avoir un sentiment d'appartenance, de dire « Hey, moi, j'ai donné à la fondation puis j'ai fait une différence dans mon hôpital. » Ouais, ben oui. Comme tout le monde a la chance un peu de participer, si on veut. Puis, c'est plate à dire, mais on y va tout à l'hôpital. Ouais. À un moment ou un autre. Ouais. Puis des fois, c'est rien que pour une prise de sang, là, mais on passe tout là à un moment donné. Là. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça que c'est une des causes les plus importantes, selon moi. Mais en même temps, c'est dur de comparer. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Des fois, on a des causes qui vont donner à la communauté d'une certaine façon, que ce soit par l'éducation, la santé ou peu importe. Oui. Mais j'ai l'impression que la santé, c'est vraiment une priorité pour tout le monde, là. Je veux dire, c'est souvent une priorité par les gouvernements, par la population. Mais est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a comme une hiérarchie dans les causes? On dirait que c'est comme touché de dire ça parce que toutes les causes sont bonnes, mais... Oui, toutes les causes... Moi, je trouve que toutes les causes ont leur place parce que, justement, tu peux peut-être... Comme moi, personnellement, je te le cacherai pas, là, je donne pas juste à la Fondation de l'hôpital. Oui, je donne à la Fondation de l'hôpital, mais comme je donne à la Fondation Saint-Louis-Maillet. Tu sais, ça fait que chaque cause va peut-être avoir un sentiment de toucher quelqu'un, puis selon ton budget personnel, tu peux dire, ah ben gars, cette année, je vais donner à 2 causes ou 3 causes, puis tu donnes le montant que... Ouais. Parce que c'est ça, comme je te dis, non. Puis des fois, tu as des causes que tu dis, tu donnes, comme exemple, la CITA, la moitié-moitié de la CITA, ben... Tu as de la chance de gagner de l'argent, mais en même temps, tu encourages une cause qui aide les gens à faire de la lecture puis à être plus autonome au niveau de que ce soit mathématiques ou dyslexie ou littératie financière, peu importe. Ça fait que, tu sais, moi, je trouve que chaque fondation, chaque cause peut avoir sa place. Le soleil brille pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ben ouais. Oui, c'est une bonne façon de le dire. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours chez Uni, qui a été assez long. Combien d'années tu as été là? Presque 10 ans. Presque 10 ans, quand même. Puis je pense que ça a été, pour toi, de mon point de vue, ça a été un emploi qui a été marquant pour ta carrière. Oui. Parce que tu as été très impliqué. Puis tu me disais justement que tu as apprécié beaucoup cet emploi-là. C'est vrai. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es parti de là? C'est une curveball parce que j'ai vraiment apprécié mon parcours chez Uni, puis j'ai que du respect pour eux autres. Autant mes collègues, puis qu'est-ce que, justement, la marée houleuse qu'ils ont traversé la dernière année et demie, puis comme je leur lève mon chapeau qu'il y en a qui ont resté à bord du bateau malgré tout, puis mais... Ouais, parce que t'étais pas là pour
Non. Tu étais parti, quoi, c'est 2020, tu disais? Oui, je suis partie à l'automne 2020. Ouais. Fait que je n'étais pas là, mais je leur lève mon chapeau, puis ils ont toute mon admiration. Je peux te signer un papier. Mais ça a fait en sorte que, comme moi, personnellement, je pensais vraiment pas quitter Uni, là. Comme je m'en allais, là, je prenais ma retraite, là. Oui. Là. Puis, j'arrivais, à un moment donné, chez nous, j'ai eu un téléphone, quelqu'un qui voulait me jaser parce que, justement, M. Dubé voulait quitter la fondation pour s'en aller à sa retraite. J'ai dit, hey, non, t'es-tu malade? Toi, je peux pas faire ça, moi, ce travail-là. Puis là, il dit, non, viens juste assis puis nous jaser. J'ai dit, écoute, je paierais rien à aller écouter que c'est quelqu'un à me dire. C'est que finalement, en me parlant, ben, tu sais, ça m'interpellait parce que c'était encore au niveau communautaire. J'avais plus nécessairement de route à faire. Puis là, j'ai dit, je vais y penser. Fait que finalement, quand quel poste est sorti, j'ai dit, je vais tenter ma chance. Puis si c'est pour moi, ça sera pour moi. Puis sinon, je suis pas malheureuse où ce que je suis. Puis, Puis finalement... me voici, me voilà ouais, à la fondation. Ouais. Puis le point commun entre les deux, j'ai l'impression, c'est que dans ton emploi chez Uni, puis dans ton rôle comme directrice, tu es très proche de la communauté. Absolument. Lié avec tout ce qui est... lié avec les dons, les subventions, parce que, tu sais, chez Uni, pour mettre le monde en contexte, tu étais agent de développement, fait que tu aidais les Unis à décider où on met l'argent ou à qui on donne l'argent pour certains projets, certains événements, comme des festivals ou des choses comme ça. C'est bien ça? C'est exactement. Donc, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est si important d'être impliqué dans la communauté? Ben, je pense qu'en s'impliquant, ça fait en sorte qu'on a une communauté qui est en santé, pas juste santé, là, vraiment en bonne santé mentale et tout. On est une communauté qui est accueillante, qui brille. Puis ça fait en sorte que, justement, on sent qu'on fait une différence en s'impliquant. Puis, tu sais, on le dira jamais assez, c'est du bénévolat, c'est pas... comme moi, pour du bénévolat, ça peut pas être une corvée. Si tu vas faire du bénévolat pour un organisme, il faut que ton bénévolat soit plaisant. Tu peux pas arriver à faire du bénévolat en quelque part où ce que tu te fais dire fais ci, fais ça, puis qu'il y a comme pas de fun à travers de ça. Moi, ça, c'est ma règle numéro 1, tu es ici pour avoir du fun, puis t'es pas ici pour te faire bourrasser. Fait que moi, ça a été ça. Vraiment, tu sais, au niveau du nid, je faisais la différence au niveau des communautés par les dons commandites. Mais là, je fais une différence dans ma communauté, mais là, c'est parce que c'est moi qui vais chercher l'argent. Là. C'est pas Uni qui me donne un budget à dépenser. Ouais. Là, c'est moi qui vais chercher l'argent. Ouais. Est-ce que tu as toujours eu un grand sentiment d'appartenance à ta région? Oh, oui, Seigneur. Ouf, grosse question. Moi, je pensais... je vais slider ça parce que là, t'en sais même pas. Mon père, en 1980... Non, 1980, je vais dire. Mettons, 80-81. Mon père a perdu son emploi ici à Edmundston. Il travaillait pour le Canadien national, puis il a perdu son emploi ici. Puis Le CN. Oui. Ouais, OK. Il a été transféré à Moncton. Fait que tu comprendras que pour une petite fille qui a 9-10 ans, qui s'en va à Moncton, elle arrive, là, elle connaît pas un chat là, puis elle fréquente une nouvelle école. Là, mes parents ont vendu leur maison, puis on dit, OK, ben on s'achètera pas une maison tout de suite, on va rester d'un appartement. Fait qu'on reste dans un bloc appartement que mes parents ont soigneusement choisi parce qu'il y avait une piscine à l'intérieur. Puis moi, j'aimais bien ça, la piscine. Fait que j'ai resté là, mais je te jure, je suis pas sûre, j'ai pas fait un nervous breakdown parce que tous les longs week-ends, j'embarquais sur le train voyageur. Il y avait le train voyageur qui arrêtait à Edmundston. Ma mère venait m'amener à Moncton, là. Je débarquais à Edmundston, ma tante m'attendait, elle avait venu me ramasser, puis là, je voyais mes chums parce que moi, je pleurais de ne pas revenir ici, que je perdrais tous mes chums, puis je connaissais... Il y avait une personne dans le bloc appartement qui venait à l'école avec moi, puis elle était en première année, puis moi, j'étais en troisième. Ça fait qu'on s'entend-tu que de restant, c'était tout du monde de plus âgé, là, puis c'était pas... à 10 ans, là? À 10 ans. Ah ouais, hein? Puis ma mère venait me réveiller les nuits parce que là, je criais puis je broyais dans mes rêves. Ça fait que non, ça n'a pas été... Puis pourquoi? Mais
J'ai même pas été à l'université à Moncton, parce que je me dis, j'ai comme, excusez l'expression, mais j'ai chié sur le bacu parce que je me disais, non, si je m'en vais là, c'est comme rien, je reviens pas ici, puis je peux pas revenir ici. Oui. Mais c'était fou penser de même, mais je pense vraiment que c'est la petite fille de 10-11 ans qui ressortait à dire, tu reviendras plus ici, là. Puis pourquoi? Pourquoi tu étais autant attaché ici? C'était vraiment comme la communauté comme telle, elle vient comme ma tante que je dis qui venait me chercher au train, là, c'est à Létancourt, parce qu'elle vit encore. C'est ma deuxième mère, ça. Tu sais, ma mère travaillait en ville, on restait à Saint-Basile, mais ma mère, à tous les matins, elle allait travailler, elle m'amenait chez ma tante. Je marchais chez ma tante pour aller à l'école. Après l'école, je marchais chez ma tante parce qu'elle, elle travaillait pas à l'extérieur de la maison. Ça fait que c'était comme une deuxième mère pour moi. Puis pour moi, c'était la fin du monde, là, m'en aller de site. Là. Je reviendrais plus. Puis non, je pensais que je m'en irais dans une boule d'un coin. Non. Ah ouais, fait que c'est la famille. Ouais. C'est la famille qui fait que... Ça veut-tu dire que... Parce que moi, j'étais un believer que pour garder notre région en santé ou pour promouvoir le développement d'une région, il faut garder les gens qui viennent de titre. Tu sais, c'est le fun d'aller chercher d'autres mondes, évidemment, c'est sûr. Mais je pense que les gens qui sont au rayon puis qui viennent d'ici, c'est eux autres qui comprennent le mieux la culture puis qui peuvent nous aider à le mieux la développer. Ça, c'est mon opinion. La mienne et tout. Je te suis. Good, mais tant mieux. Puis j'ai l'impression que c'est quand même important de mettre des efforts à garder les gens qui viennent d'ici. Donc, est-ce que ça veut dire que la solution à ça, c'est par la famille? Mais comment on fait pour... Par ça, tu me dis que qu'est-ce qui t'a gardé ici ou qu'est-ce qui t'a donné un sentiment d'appartenance, c'est ta famille. Fait comment on fait pour que les gens qui veulent s'en aller restent? Hey, grosse question, ça. C'est philosophique, ton enfant, mon Sam. Je sais pas, là, comment est-ce que je pourrais dire ça, qu'on reste. Je sais pas, moi, comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Tu sais, parce que... par contre, je vois que dans les dernières années, on voit beaucoup des jeunes qui ont quitté pour aller à l'université, revenir dans leur patelin pour s'établir, dont toi, t'en es un exemple concret. Mais j'ai quasiment envie de te relancer la question, pourquoi toi, t'es revenu? Je suis revenu à cause de la famille. Bon, gars, tu vois, mais comme... Mais aussi à cause de la taille de la région, Okay. à cause de la possibilité d'avoir une maison. Là, ça, c'est sûr que c'est très spécifique à mon époque, à ma génération, parce que là, dernièrement, c'est plus difficile qu'avant. Oui. Le sentiment de communauté, le sentiment de, tu sais, un peu plus familial. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime moins ça, puis c'est correct, qui aime moins le fait que, tu sais, tout ce que tu fais, ça va se savoir. Mais d'une manière, moi, je trouve ça le fun parce que ça nous garde tous accountable. Oui. Dans le sens que si tu fais quelque chose de pas correct, entre guillemets, puis tu restes à Saint-François, ben c'est pas long que tout le monde le sait, tu sais. Fait que t'es aussi bien... C'est comme si que la justice se fait par les connaissances. Oui. C'est un peu... C'est assez particulier des régions. Tandis que si t'es à Montréal, tu peux faire des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis personne autour de toi va le savoir nécessairement. Tu sais même pas c'est qui ton voisin, tu sais. Oui. Puis je trouve qu'il y a comme une connexion dans les régions qu'on n'a pas dans les villes, tu sais, du sens que moi, j'adore savoir qui reste où, puis qui fait quoi. Oui. Puis d'avoir ce sentiment de communauté-là. Puis je pense que c'est ça les raisons principales de pourquoi je suis revenu. Bien dit. Mais c'est parce que vraiment, je pense que si, tu sais, je me recule à, mettons, j'arrête ton âge, je voudrais peut-être m'en aller justement à Moncton, finir mes études, là, au lieu de chier sur le bacu. Oui. Mais probablement que je piocherais plus fort pour y revenir. Puis je pense sincèrement, comme pour moi personnellement, j'aurais pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu là, à l'âge de 10 ans, que j'aurais probablement été aux études à Moncton ou ailleurs, mais je m'en rends revenu. Ouais. Parce que, justement, au niveau familial, puis qui ce que tu connais au niveau de tes amis, peu importe, je pense que ça aurait fait en sorte que j'aurais dit « Ah, je vais m'en retourner chez nous parce que je pense que je peux faire une différence chez nous. » Puis ça... Ça, c'est un bon point aussi. Penser qu'on peut faire une différence. J'ai l'impression que comme quand tu restes à Montréal, là, pour donner la plus grande ville, là, alentour, ben
peux-tu vraiment faire une différence à Montréal? Caroline, Devine, il va falloir que tu sois important là, moyennement là, pour faire une différence. Tandis que ici, par la taille de la ville, je pense que c'est plus accessible de sentir qu'on fait une différence. Puis en fait, c'est la raison aussi pourquoi j'ai changé de... Quand j'étais physio à Québec, puis j'ai décidé de... Il y avait un poste ici à Physio Multisoins. Je me suis dit, ben c'est le fun parce que là, je deviens comme le 8e ou 9e physio dans la ville, alors qu'à Québec, je suis comme le 3 millième, là. Oui. Tu sais? Fait que je sentais qu'il y avait que j'avais un impact un peu plus grand en termes de ratio ou de population, tu sais. Fait que ça, c'est un autre point. Oui. Mais je pense que pour venir à la solution, tu sais, je pense que d'encourager ou d'encourager les jeunes à rester, je pense que c'est une bonne solution. Oui. Pas qu'il faut pas partir, je pense que c'est pertinent de sortir pour venir, pour voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Mais je pense que d'encourager les jeunes à rester, pas avoir bon. regret, puis dire j'aurais donc dû y aller, puis j'y ai pas été, puis là, t'as comme pas vu autre chose, là. Je comprends ce thinking-là. Je l'aime et tout. Ouais. Justement, parlant d'implication, puis de communauté, puis tout ça, t'as été impliqué dans plusieurs affaires, comme je disais au début, Nez Rouge, bon, on parlait aussi le tournoi, mais aussi la Foire Brayonne. Oui. Mais mets-nous en contexte un peu sur en quoi tu as agi dans la Foire Brayonne. Bien, dans Foire Brayonne, j'ai été impliquée là-dedans à partir d'un assez jeune âge. Je devais avoir comme, j'ai envie de dire, 17, 18 ans. Puis, je faisais partie du comité organisateur. Puis, à un moment donné, j'ai fait partie du conseil d'administration. Allez, je te dirais, jusqu'à 23, 24 ans. Puis là, après ça, j'ai pris une pause parce que là, je m'avais mariée. Puis, Claudia était sur Bordeaux-Sud. Ça fait que j'ai pris un petit break. Puis, mais j'avais tout le temps l'événement, si on veut, au cœur, puis tout ça. Puis, en 2018, on m'a approché pour prendre la présidence de la Foire Brayonne 2019. Fait que j'ai dit, OK, oui, je vais le faire. Je me sens... Je peux pas le faire tout seul. Ça fait que j'avais une bonne équipe avec moi. Puis, on a fait une Foire Brayonne 2019, puis malheureusement, ben on sait que la pandémie est arrivée en 2020. Ça fait que ça nous a scié les jambes. Puis après ça, ben là, Festival Royal a fait son apparition en 2021 ou 2022, je dirais. Oui, 3e édition cette année, je pense. Donc, en 2022, le Festival Royal a pris son envol. Mm-hmm. Et donc, là, j'imagine qu'il n'y a plus vraiment de place à un autre festival dans la région, ben dans la ville, c'est-à-dire? Je te dirais peut-être pas nécessairement un autre festival, mais c'est sûr que pas autant parce que c'est vraiment le Festival Royal qui a pris les dates de la Foire Brayonne. Ah, okay. C'était vraiment la Foire Brayonne, c'était cette fin de semaine-là. Ah, OK, je savais pas. Parce que c'était la fin de semaine du long week-end de la fête du Nouveau-Brunswick. Puis là, justement, des étudiants des universités de la polyvalente qui sont partis, mais qui n'ont pas revenu à la source, venaient cette fin de semaine-là pour faire leur retrouvaille de la polyvalente, etc. Ça fait que... Puis ça, je pense que c'est un cachet quand même que le Festival Royal a conservé, là, justement, les retrouvailles. Mais, mais un autre festival, peut-être que oui, mais vraiment, ces dates-là... Quel était l'impact de la Foire Brayonne? Puis là, ma question est un peu vague parce que, tu sais, il y a eu différents niveaux de popularité de la Foire Brayonne. Tu sais, évidemment, ça a commencé petit, qu'on le veuille ou pas, ça a commencé petit. Puis disons, dans les plus grosses années, là, que je ne connais pas, je sais pas c'est quoi les bonnes années, mais... T'étais pas là, toi, quand Céline est venue. non. Je sais pas c'était en quelle année, mais j'ai envie de dire les années 2000, ça a été comme... C'était quand même bon, là. Oui, je te dirais même mi-90 à début 2000, parce que Céline est venue dans sa tournée Unison, là, fait qu'elle était big, mais là, elle est encore plus big, mais bref. C'était vraiment des bonnes années, tu sais, même Hootie and the Blowfish sont venus, puis on a quand même eu des belles années de la foire. Puis l'impact, ben c'est vraiment l'impact de la culture dans ce cas-ci. C'est pas vraiment un impact communautaire. Ça a un impact communautaire, mais pour moi, la Foire Brayonne, c'était vraiment
la culture brayonne. Que oui, le Festival Royal a conservé certaines choses de ça parce que c'était cette fin de semaine-là au niveau des retrouvailles. Mais au niveau de culture brayonne, il n'y a comme plus rien pour ça. Typique, c'était typique. On n'est pas pour mettre typique la mascotte du Festival Royal parce que ça n'a pas comme... Dans mon livre à moi, ça n'a comme pas vraiment sa place. Fait que je pense que c'est plus ça que... L'impact de la foire, c'était vraiment au niveau de la culture brayonne, qui on est, puis comment est-ce qu'on est venu ici. Donc, au-delà d'un impact financier, parce qu'évidemment, un festival, ça a aussi un impact financier. Puis ça, pour faire apporter des touristes, puis faire virer l'économie, puis tout ça. Mais j'ai l'impression que la raison de la disparition de la foire, ça a été justifié par... En fait, la disparition a été justifiée pour des raisons économiques. Est-ce que je me trompe? Bien, écoute, la foire brayonne, à cause de la pandémie, peut-être? C'est plus définitivement à cause de la pandémie, parce que nous autres, notre équipe de 2019 avait quand même fait déjà une ébauche de la programmation 2020 avec des contacts concret, que la programmation était faite sur 3 jours, on avait un horaire de fête et tout, puis on voulait apporter des nouveaux changements, puis on se dit, écoute, on l'a fait une fois, on a fait des changements, puis c'est ça, le pire de tout ça, c'est parce que c'est ça qui fait peur aux gens, c'est le changement. Puis de penser en dehors de la boîte, tu sais, on le voit pas, on le parle au niveau de la foire, mais on le voit même aujourd'hui, juste la question des logements. Tu sais, il faut penser en dehors de la boîte pour essayer de répondre à la crise du logement qu'on a dans notre région, là. Fait que je pense vraiment que malheureusement, c'est la pandémie qui a fait en sorte que la foire a coulé, là. Par rapport à la culture, justement, j'en parlais avec Hélène Anger dans le dernier podcast, puis elle disait que la culture a besoin d'être réénergisée, puis c'est un peu ça que j'entends dans ton discours. Est-ce que toi, tu as des pistes de solutions pour réénergiser la culture? Boy. Des pistes de solutions off the top de même, je suis pas prête à dire que oui, mais je dis pas que si que j'aurais un filet qui viendrait ou une pensée qui viendrait, je dis pas que je la véhiculerais pas, là. Quitte à ce que ça soit juste de quoi de... Ça n'a pas besoin... Tu sais, on l'a dit tantôt, là, la foire brayonne a commencé petit. Ben, y a-tu de quoi qu'on peut faire qui est petit pour tout de suite? Puis que, tu sais, c'est pas go big or go home off the bat, là, qu'on commence avec de quoi de plus petit en lien avec notre culture, puis qu'après ça, quelqu'un ou un groupe de quelqu'un, elle se dit, OK, on va faire ça back l'année prochaine, puis là, on fait juste tu sais, on le moule, on y fait une bonne fondation solide, puis après ça, on continue à grandir avec le temps. Je pense que ça pourrait faire de quoi de bien, là. Tu sais, même tu regardes juste le jardin botanique, les spectacles qui sont donnés au mois d'août. Ben, je veux dire, ça a commencé tout petit, puis là, ça a venu un petit peu plus grand, puis ça a venu plus qu'une journée. C'est que je pense que si on fait quelque chose de même pour notre culture brayonne, on ne sait pas ce que ça peut faire. Faut pas hésiter à... Oser. Oser. Exact. C'est bon. Je trouve ça intéressant, moi, justement, la culture, parce que je suis d'accord, je pense que il y a comme un avant-après mes études. Dans mon cas, c'était un peu dans ces années-là. Tu sais, je suis parti de la région en 2018, puis je suis revenu en 2023. Fait que, tu sais, on dirait qu'avant puis après, il y a comme une différence, justement, dans la culture brayonne. Tu l'avoues, toi, là? Je suis sûre de ça. Ouais. Sûre. Ouais. Quand même. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se développer, mais je pense que c'est important de continuer à en parler. Puis, parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins. Le mot brayon se dit beaucoup moins. Oui. J'ai l'impression. Puis j'espère qu'on va continuer de le dire. Moi, tout. J'aurais dû t'amener des plats. Ding. Mais c'est drôle, tu sais, les plats, là, ça fait partie vraiment comme ça. C'est niaiseux, on en rit un peu, là, mais c'est vraiment comme un emblème. Oui, c'est un mat typique, là. Vraiment. De brayon, là. On dirait que c'est une des choses. Mange pas du tout si t'as pas de plat. Non, ça prend des plats. Puis c'est drôle, j'ai fait goûter des plats à des collègues à l'université à Québec, puis ils ont quand même aimé ça. Juste une petite anecdote de même, je trouvais ça comique de faire goûter des plats à du monde, puis tu sais, en tout cas, je trouve ça... Ben, tu as inculqué ta culture à eux autres. Exact. Fait que j'encourage peut-être le monde à faire ça aussi, mais... Ben oui.
La pluie, c'est comique. Tu as fait une carebox de farine à pluie. Ouais. Tu as envoyé ça. Exact, ça pourrait. Comment la culture entrepreneuriale au Nord-Ouest, comment est-ce qu'elle se distingue? La culture entrepreneuriale, c'est là, dans mon livre à moi, elle est vraiment riche pour différentes raisons parce que autour de nous autres, là, on a de la foresterie, on a de l'érable, on a les lignes du Québec, on a les lignes américaines, on est justement des gens de cœur, des gens de communauté qui se tiennent, puis qu'on est là pour les nôtres. Fait que je pense qu'elle est quand même en très bonne santé. Puis il y a des fois que, justement, je pense que notre communauté entrepreneuriale fait en sorte qu'il y a peut-être des entrepreneurs de l'extérieur qui veulent faire partie de notre culture entrepreneuriale. Tu sais, comme on prend juste comme exemple, justement, il y a un groupe d'entrepreneurs qui vont faire les nouveaux blocs pour le logement. Bien, eux autres, ils l'ont carrément dit, là, on est venu puis on a vu comment que c'est un beau coin de pays, puis c'est une belle petite région. Bien, je veux dire, c'est du monde qui veulent venir s'intégrer à notre communauté. Ça fait que je pense que ça peut juste faire des petits, ça, là. Mm-hmm. Puis on n'est pas... tu sais, on a une université, on a un CCNB, on n'est pas à pied au niveau de l'éducation non plus. La majorité du monde qui habite ici, qui sont originaires d'ici, c'est des gens bilingues, ceux qui vont parler l'anglais, le français, puis peut-être même l'espagnol, là, parce que plus ça va, plus que des cours à l'université qui se donnent. Mais bref, on a vraiment une culture diversifiée. Ça fait que ça fait en sorte que n'importe quel entrepreneur qui veut s'établir sans une entreprise ou n'établir une, il est capable de joindre la région. Mm-hmm. Je comprends. Fait que c'est la diversification des domaines. Définitivement. Qui fait que, est-ce que tu penses que c'est plus diversifié qu'ailleurs? Plus diversifié qu'ailleurs, je suis pas sûre. Peut-être que oui, justement parce que à cause du fait qu'on a la foresterie à nos portes, on a les produits d'érable à nos portes. Tu sais, je comprends qu'on entend parler produits d'érable du Québec, mais c'est juste parce que eux autres sont plus... ils ont plus de population que nous autres, mais on s'entendra qu'on a autant des produits d'érable ici que là. Je sais pas c'est quoi les chiffres, mais j'ai l'impression qu'on doit les accoter en termes de production d'érable par population, là. Ben, je sais pas, là, mais... Je me mettrais pas le coup sur la bûche, mais proche. Mais dans le sens que j'en entends beaucoup parler, puis tu sais, peut-être que je me trompe complètement. La capitale là, nationale de l'érable est à Saint-Quentin, à 45 minutes de site, là, tu sais. Ouais, Saint-Quentin, puis ça, cette région-là, c'est beaucoup... l'économie vire beaucoup autour de l'érable, je pense. Hein? Oui, eux autres aussi, l'érable, les produits forestiers. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent... je ressentais un esprit de compétition entre ma région puis Edmundston. OK? Est-ce que à Edmundston, c'est aussi perçu comme ça, avec les différentes régions? Est-ce qu'il y a un esprit de compétition avec les régions autour? J'aurais envie de dire que c'est un peu... Oui, mais non. On dirait que ça l'a diminué, je pense, avec le temps, l'esprit de clocher. Ouais. Tu sais, parce que me semble que c'est à peine plus beau quand on travaille ensemble pour faire de quoi que de dire « Ah, ben là, toi, t'as ce beau de couverte-là, moi, je veux celui-là. » Mais je pense que ça l'a un petit peu diminué pour, justement, pour le mieux, là. Travaillons ensemble en un objectif commun pour faire en sorte que toute la région brille au lieu de juste dire c'est plus un que plus l'autre. Parce que, OK, veut pas Grand-Sault ou Saint-François, c'est à peu près une demi-heure de route, une demi-heure 45 minutes. Ben, je veux dire, vous avez votre demi-marathon. Ben, ça fait de vous autres, on va y aller à votre demi-marathon. Tu
sais, c'est votre activité à vous autres, c'est correct, ça. Ben, Grand Sault, ils ont le Festival de la patate. On va y aller à votre Festival de la patate. Ouais. Tout le monde met la main à la pâte, puis ça fait que le soleil brille pour tout le monde. Oui. Oui, c'est bon ça. Puis je suis d'accord que ça a un peu diminué, puis j'ai l'impression qu'une des raisons pour ça, c'est que à cause du déplacement, c'est une des raisons, là, tu sais, les gens voyagent beaucoup plus pour aller travailler. Si on remonte, mettons, les années 60, là, ou 50, ou peu importe, là, le monde travaillait chez eux, tu sais. Oui. Tu sais, si tu viens de Saint-François, pour prendre cet exemple-là, ben, tu travailles à Saint-François, puis tu vas mettons, ma mère qui vient de Saint-François, elle, quand elle était jeune, elle allait à Edmundston une fois par mois, parce que pour faire les grandes commissions, comme que nous autres, à ce tour, on va à Québec une fois ou 2-3 mois, tu sais. Fait que j'ai l'impression que là, notre région, c'est comme... agrandi, tu sais, Oui. ça devient comme toute une grande région du Nord-Ouest plutôt que d'être justement des compétitions de clochers, là, comme on disait. Là. Oui. Fait que c'est ça, je pense que c'est une bonne chose aussi parce que ça peut permettre un peu plus la collaboration. Là. Absolument. Fait que c'est une bonne... En fait, je pense que c'est une bonne chose, justement. C'est ça ma prochaine question. Si tu bénéfiques pour la région, je pense que oui. Ah oui, définitivement. Ouais. Définitivement. Sur un autre sujet complètement... pour t'avoir vu dans le passé, parce que je l'ai comme pas dit, mais on se connaissait déjà un peu à cause que tu as travaillé avec ma mère. Puis ma mère, elle travaillait encore chez Uni. Puis j'ai remarqué, j'avais remarqué, puis je remarque encore que tu as une bonne compétence ou, comment je dirais ça, une bonne capacité de communication. Puis quand je faisais mes recherches, j'ai parlé avec ma mère un peu pour voir un peu qu'est-ce qu'elle pourrait me donner comme information. Ah, t'as-tu donné de la dirt, là? Non, mais juste du bien. Juste du positif. Puis tu sais, justement, elle me disait ça, que c'était une de tes forces de parler aux gens, beaucoup d'entre-gens, des choses comme ça. Premièrement, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que j'ai de t'as de l'entre-gens? l'entre-gens puis que tu es à l'aise avec ça? Je serais ignorant de dire non, j'ai pas d'entre-gens. Ouais. Oui, j'ai de l'entre-gens. Ouais. Est-ce que, si mettons, là, dans le cas où quelqu'un veut avoir plus d'entre-gens, as-tu des conseils à donner? Je sais pas, c'est drôle comme question. As-tu des conseils à donner pour quelqu'un qui veut avoir de l'entre-gens? Parce que moi, je me souviendrai tout le temps, je me faisais dire à chaque rencontre par un maître, Carole en parle trop dans la classe. Mais je veux dire, je pense c'est tout que oui, j'avais de l'entre-gens, mais de là à parler en avant des gens ou comme en entrevue comme ça, là, c'était pas nécessairement mon forte au début. Là. Ça a été... Tu sais, comme oui, je faisais de la préparation, mais on dirait que en le faisant plus, pas en se préparant plus, parce que ça, je t'en ai parlé tantôt, là, je m'avais comme préparé un peu, mais pas trop, parce que je me disais que ça allait avoir l'air comme pratiquer, puis ça, c'est pas le fun pour n'importe qui, scripté, comme là. toi que je te parle, puis comme celui-là qui l'écoute. Là. Fait, mais je pense vraiment que si quelqu'un a vraiment comme, pas vraiment la parlette, là, mais comme genre, ça va venir plus facilement d'avoir de l'entre-gens si que t'es quelqu'un qui aime parler de nature. De nature. Fait que j'ai l'impression que de ton côté, c'est vraiment un mix de naturel et de pratique. Oui. Fait qu'au début, c'était quand même assez naturel pour toi de parler aux gens. Oui. T'as jamais vraiment été gêné, j'imagine? Non. Puis t'as pratiqué ça avec le temps par la force des choses en travaillant chez Uni. Oui, en travaillant chez Uni. Avant même. Puis même avant ça, tu sais, j'ai donné... Et puis je pense, c'est tout, c'est pas drôle à dire, mais je pense vraiment au niveau, à l'école, au niveau des présentations orales, on dirait que là, après ça, après quelques-unes, on dirait, finalement, j'haïs comme pas ça parler aux gens. Puis ça a donné que ça a donné. Oui. Puis, est-ce que tu fais encore des efforts concrets pour améliorer cette compétence-là? Je te dirais que oui, là, j'essaie de faire un effort justement comme j'ai lâché une coupe de chic tantôt, là, mais j'essaie justement de, tu sais, parce que tu veux pas toujours donner une entrevue ou donner une conférence pour arriver
puis utiliser toujours ton accent, puis qu'est-ce que tu utilises avec tes amis. Là. Ça fait que de temps en temps, même, on va avoir des présentations au bureau, des nouveaux employés qui arrivent. Bien, souvent, je vais dire, bien, je peux-tu juste avoir 5 minutes pour parler c'est quoi la fondation? Ça fait qu'en étant en avant d'un groupe de gens, puis que là, il y en a beaucoup que c'est des immigrés, bien, il faut quand même que je parle un petit peu plus lentement parce que je suis quelqu'un des fois je parle, mais je parle vite, puis je suis consciente d'être ça. Ça fait que des fois, il faut que je mette le break pour pouvoir que la personne, je m'assure qu'elle me comprenne bien. Puis, justement, on a une stagiaire qui commence là, dans les prochains jours, puis elle est venue à la réunion du golf, puis c'est ça, là, on était là, puis on parlait, puis à un moment donné, on parlait trop vite, là, comme comprenait plus, là. Mais c'est ça, c'est vraiment... je pense que tu peux toujours le nourrir. Puis que si tu files que... justement, en faisant une présentation orale, tu files qu'après ça, t'as pas envie de t'évanouir, que tu es juste comme « Ah, OK, ça a bien été. » Ben c'est peut-être que, oui, tu serais apte à communiquer plus largement en groupe. Est-ce que... quand j'étais à Québec, j'ai changé mon accent parce que je voulais me faire comprendre, tout simplement. Puis quand je suis revenu, j'ai gardé un peu l'accent du Québec. Puis là, je me le faisais reprocher par ma blonde. Mais pas reprocher, mais tu sais, on en parlait. Puis j'ai commencé à vouloir aussi améliorer mes compétences en communication pour être plus éloquent, disons. Oui. Puis là, des fois, elle me disait, ben, t'as pas peur que ça te dénature, si on veut, ou que ça soit moins authentique. Fait comment faire pour améliorer sa communication tout en gardant son authenticité? Ben pour moi, c'est sûr que tu sais, comme je l'ai dit là, pour moi, tu sais, j'irai pas, je vais essayer de me faire comprendre sans nécessairement de perdre l'accent. Ouais. Tu sais, mais je sais que que ce que je vais dire, tu vas me comprendre, mais ça sera pas, j'irai pas parler en chiac. Parce que je sais que tu me comprendras pas, mais je vais nier mon accent braillon, puis je vais avoir quelques mots, mais je vais dire quelques mots, peut-être bien. Mais souvent, c'est surtout un mot commun comme quelques, là, je vais avoir quelques mots ou quelque chose de genre que là, je vais vraiment le dire comme il faut pour m'assurer que je me fais bien comprendre. Mais des mots comme moi, je sais que la personne peut probablement figurer que je viens de dire moi, là. Parce que, comme tu dis, je veux pas non plus me dénaturer, puis que, voyons, elle parle pas de même d'habitude, parce que c'est certain qu'au groupe que tu vas parler à, il y a des gens là-dedans qui te connaissent, puis là, tu arrives, puis tu parles complètement différent, ben là, comme que tu dis, tu es complètement dénaturé, puis ben voyons, on parle pas de même d'habitude. Fait que tu veux pas changer ça non plus parce que en bout de ligne, tu veux rester qui tu es là, quand tu parles en groupe ou peu importe. Je comprends. Fait qu'il y a comme deux choses. C'est comme de choisir les mots que tu changes, puis de t'adapter selon la situation. Oui, exactement. Merci, Carole, pour ta participation. J'ai vraiment trouvé ça le fun de mieux comprendre la fondation. Oui. Parce que c'est quelque chose que je connaissais, mais pas en détail comme ça. Oui. Puis merci de faire ça. Félicitations aussi, parce que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour la communauté, je pense. C'est bon pour l'hôpital, puis c'est vraiment une belle cause. Pas que ça m'impacte moi, mais merci quand même, je pense que... Ben, il n'y a rien là, ça me fait plaisir. T'as-tu pas eu un bébé? Ça t'a impacté? Oui, c'est vrai. Bon, ben, il y a sûrement une pièce d'équipement là, dans ce département-là là, qui vient de la fondation. Oui, puis ma blonde travaille à l'hôpital, fait que ça l'impacte elle, donc indirectement moi aussi. Donc voilà, puis tu sais, ouais, c'est ça, merci. J'ai aimé apprendre justement sur ton point de vue sur différentes affaires, la culture, puis la communication aussi, des petites affaires comme ça. Vraiment, c'est apprécié, merci. Ben, ça m'a fait plaisir, Sam, d'éduquer.